Bien, donc nous allons commencer la troisième table ronde qui va réunir, en fait, qui est beaucoup limitée, réunit un chercheur qui est Denis Delbar, qui est à mes côtés, que je vais présenter tout de suite, et puis Doina Petescu de l'atelier AAA, qui est l'atelier d'architecture autogérée, qui va nous rejoindre en route. On va démarrer avec Denis, son intervention. Alors donc Denis Delbar est paysagiste. Il est enseignant dans la section paysage de l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, et il est chercheur au LAC, dans le laboratoire où je suis également chercheur, et d'ailleurs dans le LAC c'est le territoire que j'anime. Donc Denis en fait a initié une recherche qui était dans le cadre de PIR, qui est une recherche sur les délaissés. Et en fait la recherche porte sur les délaissés et la biodiversité. On le dit, ça prend marge. Voilà, je vais laisser le petit peu de cette recherche. Alors, je ne sais pas comment ça marche pour la protection des images. J'imagine que là, ça marche. Donc, en attendant l'arrivée des visuels, juste vous préciser quelque chose, qui est que, contrairement à ce qui est écrit dans le programme, je suis effectivement pas du tout là pour parler de mon activité de paysagiste et des projets dont j'ai le plaisir d'assurer la maîtrise d'œuvre. Ça n'est pas l'objet. Ce dont je vais vous parler, c'est donc de ces délaissés, en sachant que ce dont je vais vous parler, c'est d'une catégorie de délaissés très particulière, qui sont les délaissés de type infrastructurel. C'est-à-dire les délaissés urbains qui se constituent en marge des grandes infrastructures de transport. Alors, ces délaissés, on en trouve évidemment une quantité extrêmement importante, des catégories, toute une typologie. Je ne vais pas avoir le temps, dans les 20 minutes qui me sont imparties, de vous présenter un ample panorama de ces situations de délaissés infrastructurels. J'ai donc choisi de concentrer mon exposé sur un cas de figure que j'ai jugé relativement représentatif de la plupart des situations que nous rencontrons dans le cadre de cette recherche. C'est terrifiant cette petite flèche qui bouge dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il y a une bête qui se ramène pas trop. Alors voilà, c'est donc le lieu qui apparaît sur cette image. Je ne me situerai pas volontairement. Je me contenterai de dire que cette bande enherbée, qui n'est pas une pelouse à proprement parler, c'est un lieu qui est fauché à peu près tous les 2 ans et qui donc présente un tapis de graminées et d'autres herbacées extrêmement velus et piquants, en particulier de nombreuses parties. Et bien cette pelouse se développe entre, à gauche, une bande boisée qui en fait correspond au talus d'une grande infrastructure de transport qui est gérée par le Conseil général du Nord, aux abords de l'île, et puis à droite un lotissement composé donc essentiellement de maisons individuelles dont les jardins donnent sur ce lieu. J'ai choisi ce lieu-là aussi parce que ici est produit un petit événement. Il y a 1 an et demi à peu près, le Conseil général du Nord avait entrepris une politique de recépage de ces bandes boisées, en considérant que les arbres avaient atteint une taille telle qu'ils finissaient par poser des problèmes de stabilité des talus. Et donc le recépage, eh bien, ça consiste tout simplement à couper les arbres à 15 cm au-dessus du collet, de manière à ce que les arbres repartent en taillis sur un taillis plus équilibré. Et en fait, ils ont à peine commencé ce chantier de recépage que les riverains se sont constitués en association pour s'opposer à ces travaux. Et je dis que c'est un petit événement parce que dans la métropole, c'était la première fois, me semble-t-il,
que les services gestionnaires des grandes infrastructures comprenaient que ces plantations n'étaient pas uniquement des éléments d'accompagnement d'un objet technique, le talus, qui sert à rattraper les différences de niveau, mais qu'elles étaient devenues un élément du cadre de vie, du paysage urbain, du moins du point de vue des personnes qui habitent à proximité. Alors, avant d'entrer plus avant dans ce lieu, je vais vous dire quand même quelques mots du cadre dans lequel ce travail s'effectue. Donc effectivement, c'est un contrat de recherche qui s'appelle En Marge, et plus précisément Paysage et biodiversité des accotements et délaissés des grandes infrastructures de transport de l'Eurométropole LICOTO. LICOTO, c'est une abréviation pour l'île Kortrijk-Tournai, donc les trois villes principales qui constituent cette entité transfrontalière, franco-belge. L'objectif, c'est d'inventorier, d'évaluer et de hiérarchiser les éléments de valeur paysagère et biologique des dépendances vertes des grandes infrastructures de transport. Donc on parle aussi bien ici d'autoroutes que de voies ferrées et de liaisons fluviales d'une grande métropole. L'équipe de recherche, c'est une équipe qui est à la fois transfrontalière et pluridisciplinaire, puisqu'elle associe des laboratoires de recherche situés dans le champ des sciences de l'homme et de la société, en particulier le LACT pour l'école d'architecture et de paysage de Lille, le Labo S pour l'université de Gand, mais aussi des laboratoires situés, eux, dans le champ des sciences de la nature, en particulier le LGC-GE, qui dépend de l'université de Lille 1. C'est sa domiciliation principale. Et puis il y a également deux structures associatives, le Conservatoire des sites naturels du Nord-Pas-de-Calais et le Conservatoire botanique national de Bailleul, qui propose une expertise scientifique de type essentiellement floristique et faunistique. C'est une recherche qui se développe sur 3 ans, depuis avril 2011. Nous acheminons donc progressivement vers le terme. Et vous le voyez, elle a été financée par plusieurs biais. D'abord par le ministère de l'écologie, dans le cadre d'un programme scientifique qui s'appelle donc le PIR, le Programme interdisciplinaire de recherche ville et environnement. Et puis un certain nombre de collectivités, la communauté urbaine de Lille, qui a été la première à s'y associer, puis le Conseil général du Nord et plus récemment la région Nord-Pas-de-Calais. Alors pourquoi avoir choisi ce territoire de l'Eurométropole LICOTO pour s'intéresser à ces espaces-là? Eh bien parce qu'il se trouve que cette Eurométropole, elle a la particularité, ça ne vous aura certainement pas échappé, d'être extrêmement polynucléaire. L'agglomération est relativement diffuse et par ailleurs, elle s'est installée à l'intérieur d'un nœud d'échange qui progressivement est devenu un nœud d'infrastructure extrêmement dense, ce qui a pour effet que les situations d'interface, de co-visibilité même, entre ces grandes infrastructures et la ville sont extrêmement nombreuses et diversifiées. Voilà les raisons de ce choix. Le lieu qu'on va essayer de considérer ensemble, c'est donc celui-ci. Cette image pour simple fonction que de vous permettre d'en appréhender légèrement l'échelle, située sans doute assez facilement la photographie que je vous ai montrée tout à l'heure, sur la partie gauche de ce terrain, en bordure de la petite avancée du lotissement, là, au fond de l'impasse. Et donc, je voudrais vous proposer 5 bonnes raisons pour aimer ces délaissés. La première bonne raison, c'est que les délaissés sont des projets. Alors, je suis conscient que cette affirmation est un peu paradoxale, puisque quand on parle de délaissés, justement, on a l'habitude de considérer que, puisque ce sont des délaissés de quoi? Ce sont des délaissés des projets. Il résulte du fait que le projet ne les a pas pensés. C'est vrai, dans une large mesure, mais seulement dans une certaine mesure, parce que malgré tout, ces délaissés sont bien mis en forme dans le cadre d'un projet. S'il n'y a pas de projet,
le projet de construction d'investissement, par exemple le projet de construction d'une grande infrastructure, eh bien, les éléments qui vont constituer ce délaissé, par exemple des modelés de terrain, certaines plantations, certains types de milieux naturels, certains types d'allées, ne pourront tout simplement pas exister. C'est-à-dire que le projet ici n'est pas ce qui donne sa forme au lieu, c'est ce qui crée les conditions d'émergence d'une forme. Et c'est très particulier. À partir du moment où nous posons l'hypothèse que ces délaissés sont en fait des projets, nous recherchons bien évidemment les archives de ces projets, ce qui nous conduit à interroger les archives des ponts et chaussées en particulier. Nous retrouvons parfois des documents, rarement, et évidemment nous constatons qu'en général ces délaissés correspondent aux blancs sur les plans de masse, sur les cartes que nous retrouvons. La deuxième raison pour laquelle je pense que nous pourrions aimer les délaissés, c'est que les délaissés documentent l'histoire culturelle. Là aussi, ça peut sembler paradoxal, parce que on peut se demander en quoi un délaissé de l'année 2013 pourrait différer fondamentalement d'un délaissé des années 80, par exemple. On a justement le sentiment que le délaissé est constitué d'éléments autogènes et qui donc ne seraient pas concernés finalement par cette histoire culturelle, par l'histoire des formes, l'histoire du design, par exemple. En réalité, il n'en est rien, puisque les accotements infrastructurels, eux, incontestablement appartiennent à cette histoire culturelle. On peut produire sur la base des recherches en archives et des entretiens que nous avons pu mener avec les ingénieurs, les paysagistes qui se sont impliqués dans ces projets, nous pouvons produire une périodisation de cette histoire. Vous le voyez, pour l'instant, on en est à peu près à 4 grandes périodes. Évidemment, aucune de ces périodes n'a proposé une théorie des délaissés. Absolument aucune, puisque par définition, le délaissé leur échappait. Par contre, chacune d'entre elles a généré des situations qui, elles, ont fait évoluer la nature de ces délaissés. Ce que je dis là n'est peut-être pas très clair. La première période, vous voyez, cette période jardiniste, c'est une période au cours de laquelle les premiers aménageurs qui interviennent sur ces bords de grandes infrastructures y appliquent, je dirais, essentiellement les méthodes et les outils qu'ils ont appris à l'école à une époque où le paysagisme était une discipline qui était encore très très liée à l'univers du jardin, de la composition. Donc ils ont essayé de les composer. Ils ne se sont pas du tout posé la question de la gestion de ces lieux-là, donc de leur accessibilité pour des services gestionnaires. Ils ont mis des plantations horticoles, ils ont imaginé que toutes les pelouses seraient régulièrement tondues, comme celles d'un grand arc linéaire. Il n'en a rien été, bien sûr, mais le fait est que dans la façon de dimensionner ces accotements, on n'intégrait absolument pas l'idée qu'il fallait y accéder pour les entretenir. Les choses ont changé avec la période que je qualifie de séquentialiste, pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre, mais c'est pas la fin de ma minute, ça va sans... j'ai eu peur. Cette période séquentialiste, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle, au contraire, elle prend conscience très brutalement de la nécessité d'intégrer cette dimension de la gestion de l'espace. Et donc, à partir de ce moment-là, grosso modo, à partir des années 70, on ne terrasse plus un talus sans prévoir au sommet, si on est en déblai, ou en bas, si on est en comblé, une piste d'accès pour les services d'entretien. Or, cette piste d'accès, elle ne va évidemment pas servir qu'aux services d'entretien. Même quand elle est clôturée, elle va très très vite servir, elle va permettre une appropriation de ces espaces en bordure. Et donc on peut dire que cette période séquentialiste, elle voit émerger une nouvelle catégorie d'espaces, de territoires publics, qu'on ne nomme pas du tout pour l'instant, à laquelle on ne s'intéresse pas tellement, voire pas du tout, mais les conditions viennent d'être créées pour que cette chose-là rentre dans le concert des espaces publics. La troisième période
tout simplement un moment où on a fini de construire les grandes infrastructures de transport de liaison interurbaine ou interrégionale, et où celles qui restent à construire, les plus difficiles, ce sont celles qui vont y donner accès depuis les pôles urbains. Les fameuses bretelles, les rocades, ces voies qui sont évidemment très compliquées à aménager parce qu'elles nécessitent beaucoup d'expropriation et parce qu'elles se retrouvent, elles, dans une situation de vis-à-vis parfois directe avec les tissus urbains. Ce qui veut dire que sur cette troisième période, après que les conditions d'accessibilité aient été bien involontairement créées, ce qu'on a installé là, c'est une situation de mise en relation de la ville et de l'accotement qui va accroître, non plus créer des conditions, mais je dirais presque la nécessité d'une appropriation sociale de ces lieux-là. Et puis, la quatrième période dans laquelle nous sommes, que je qualifie d'environnementale, pour l'instant, je réserve mon avis, il faut suivre l'évolution, mais il est certain que les choses vont encore évoluer. Alors, le lieu que je vous ai présenté, vous voyez, occupe le segment violet sur ce chronogramme, donc à cheval entre ces périodes séquentialistes et narratives. Une troisième bonne raison pour laquelle il faut aimer ces délaissés, c'est que ce sont des milieux vivants. Il y a tout un pan de notre recherche qui porte sur la dimension du service écosystémique qui peut être rendu, qui pourrait être rendu par ces délaissés, ces accotements. Ces services écosystémiques, on les aborde essentiellement de deux manières, mais toujours à travers une philosophie commune qui est celle de l'écologie de la restauration. Il est bien évident que tant qu'on se situe dans une approche de l'écologie de la conservation des espaces naturels, il est totalement exclu d'envisager que des espaces comme cela puissent rendre le moindre service écosystémique, puisque sur un plan strictement écologique, ce sont quand même des fléaux. Ce sont des sources de coupure, de fragmentation, comme on dit dans les disciplines de l'écologie, de fragmentation des milieux, et donc d'appauvrissement génétique, d'appauvrissement de la biodiversité. En écologie de la restauration, on part d'un état de fait, qui est cette fragmentation, et on se demande comment les espaces induits par cette fragmentation pourraient éventuellement devenir à leur tour des espaces de services écosystémiques. Ces services, on peut les envisager de deux manières. À nouveau, à travers une approche conservatrice, mais également à travers une fonction de refuge et de recréation de continuité biologique. Alors, la fonction conservatrice, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les grandes infrastructures de transport modifient de manière tellement forte les conditions topographiques des espaces que parfois elles créent des conditions d'accueil d'une biodiversité nouvelle, inédite et éventuellement intéressante. C'est le cas en particulier chaque fois que ces grandes infrastructures développent des linéaires et des hauteurs de talus importantes. Quand elles passent en déblai en particulier, on a donc creusé le sol pour faire passer l'autoroute ou la voie ferrée. On a mis la roche-mère à nu et on a donc créé des conditions écologiques inédites. La succession végétale ne s'installe plus sur une couche de terre arable, fertile, mais sur un sol aride. Un cas qui commence à être relativement connu, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est celui des ballasts et des talus secs des lignes à grande vitesse, sur lesquelles on a pu observer des espèces dites thermophiles, c'est-à-dire qui apprécient les milieux secs, très exposés à la chaleur, et qui sont des espèces d'une grande rareté. On a pu observer dans le Nord-Pas-de-Calais des espèces que normalement on ne peut observer en milieu méditerranéen. Alors, quand on fait ce genre de constat, et on en a fait un certain nombre dans le cadre de nos relevés, on peut identifier des linéaires de talus en déblai, en comblé, qui vont présenter ce type de caractéristiques. Il y a donc deux choses qui sont des facteurs très importants de cette valeur écologique. La première, c'est la topographie et les modes de sol. Et la deuxième, c'est la structure végétale. Mais la plus importante, c'est la topographie et les modes
de sol, parce que c'est elle qui va permettre de créer ces conditions inédites dont je vous parlais tout à l'heure. A l'inverse, et contrairement à ce qu'on a souvent l'habitude d'imaginer, la structure végétale, j'entends ici par structure végétale la structure végétale boisée, arborée, est plutôt un frein, une source d'appauvrissement écologique. Alors qu'on a tendance à associer arbres et biodiversité, arbres et nature, arbres et qualité écologique. En écologie de la restauration, c'est l'inverse. L'arbre est une dévastation. Le milieu intéressant, c'est la pelouse, et en particulier la pelouse sèche. Par contre, ces milieux boisés, eux, rendent un autre type de service écosystémique, qui est ce qu'on appelle la fonction refuge. C'est-à-dire que même si le boisement en lui-même constitue un milieu relativement pauvre, s'il traverse un milieu qui est particulièrement artificialisé, alors, par contraste, il peut quand même constituer une fonction de refuge pour la faune et la flore. Vous voyez ? C'est évidemment une situation qu'on rencontre souvent en milieu urbain. La fonction de refuge, on la retrouve essentiellement en milieu urbain dense et en traversée des plaines agricoles, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les grands territoires d'agriculture intensive sont les territoires les plus pollués, les plus pauvres sur le plan écologique et de la biodiversité de notre pays. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Quatrième raison, bonne raison, pour laquelle nous pourrions aimer ces délaissés, c'est que ce sont le lieu d'une expérience esthétique. Alors, là aussi, la chose peut peut-être surprendre, je ne sais pas. Dans certains milieux, en tout cas, elle surprend. Je pense que je m'adresse à un milieu très informé, qui sont esthétiques. Je suppose que ça ne vous surprend absolument pas, cette affirmation. Et dans beaucoup de milieux, elle surprend parce que ce qui caractérise ces espaces-là, c'est un certain nombre de choses qui sont précisément ce que nous avons l'habitude d'opposer au principe même d'une saisie esthétique de l'espace. Par exemple, ce qu'on y voit ne correspond pas à des choix assumés. Ça n'est pas un projet esthétique. Ce qu'on y voit n'est pas contrôlé. On ne peut même pas à un moment donné l'arrêter et puis se dire, voilà, maintenant c'est ça, et puis on décide que oui, ça peut avoir une valeur esthétique. Et on revient 10 ans après, et puis la prairie de Fauche qu'on a décidé de juger esthétique est devenue un taillis impénétrable. Par ailleurs, ce sont des milieux qui sont des milieux généralement fermés, où on n'a pas de perception de l'horizon. Il n'y a pas de profondeur. Or, vous savez que la saisie de l'horizon, la profondeur, l'immensité, ça fait partie, ça faisait peut-être partie, dans notre contexte culturel, des conditions même de l'appréciation d'un paysage, par exemple, une qualité paysagère. La qualité paysagère est souvent associée à cette présence de l'horizon. Autre caractéristique, ces espaces sont des espaces défilants. On ne peut pas arrêter notre regard sur eux, du moins quand on est sur la grande infrastructure. Si on le fait, plus exactement, c'est au péril de notre vie. Et donc ce sont des espaces flous. Visuellement, ils sont toujours sur les marges, dans le cadre de notre perception. Qu'est-ce qui se passe là? C'est Macron qui vient... Ah bon, bah voilà. Bon, alors, donc ça veut dire que je vais passer vite, ça se met à défiler tout seul. Bon, mais vous savez pourquoi on peut parler d'une réception esthétique de ce type de lieu, de ce type d'espace. Vous savez que l'esthétique n'est plus, censément du moins, le projet de l'art contemporain. Vous qui êtes certainement pétris des insights de Smithson, ou qui avez lu le Concrete Island de James Ballard, un ouvrage des années 70 qui décrit pour la première fois la vie d'une Robinsonade, c'est un architecte, à l'intérieur d'un nœud d'échangeur londonien. Il y a eu un accident, il s'est foulé la cheville, il ne peut pas remonter le talus, il reste prisonnier dans cette île de Béli. Bon, donc depuis les années 70, il y a tout un travail d'artialisation, comme on dit en théorie du paysage, de ce type d'espace, qui
sont devenus des espaces, les lieux inesthétiques. Alors, à l'intérieur de notre recherche, nous avons voulu interroger cette dimension esthétique en faisant travailler deux photographes qui sont Sabine Herman, qui est chercheur au sein du LACT, et l'un de ses collègues, Gauthier Sibilla. Ça a donné lieu à une mission photographique que nous utilisons en la projetant aussi bien d'autres scientifiques, naturalistes par exemple, que nos interlocuteurs techniques, gestionnaires des grandes infrastructures, de manière à essayer de comprendre quel regard eux, quelle perception ils peuvent avoir de ces lieux-là. Donc je vous projette quelques images de cette mission photographique qui est assez pléthorique. Ils se sont beaucoup amusés. C'est jubilatoire comme travail, hein, l'exploration physique de ces lieux-là. Je vous prie de croire que ça ne fait pas trop le cœur. On a vraiment l'impression de trouver de nouvelles terra incognita. En plein visage, le visage depuis l'infrastructure elle-même, dans ce cas-là on voit simplement les lignes boisées. Et puis, quand on revient par la mer, on le voit en fond d'écran. Il constitue un fond d'écran. Vous voyez ces signes d'arbres qui dépassent le fond de lotissement, sur la photo du milieu. C'est cette fonction fond d'écran qui explique que les habitants de ce lotissement se soient réunis pour s'opposer à ces travaux de recépage. C'est important pour eux d'avoir ce fond vert et que leur jardin et leur maison soient posés sur ce fond vert, même s'ils savent pertinemment que le fond vert n'est qu'une bande derrière laquelle se trouve une autoroute, son équivalent. Et l'appropriation de ce fond d'écran est telle, dans le cas qui nous intéresse, qu'il y a carrément eu aménagement d'un petit jardin public que vous voyez sur la photo du bas, qui longe une partie de ce délaissé. C'est une chose très simple, mais vous repérez peut-être des plantations de type ornemental qui n'ont absolument rien à voir avec un délaissé d'infrastructure, des platanes, certains conifères, ça pourrait être presque une ambiance de parc. Les arbres sont alignés, vous voyez, on est dans un espace composé. Alors, quand je parle donc d'espace public à propos des délaissés, c'est un espace public de fait. C'est un espace public qu'on constate. Ce n'est pas un espace public projeté en tant que tel. Les données de cette question sont peut-être les suivantes. La première, c'est que cet espace public, je l'ai dit, il est très grand. Il concerne des emprises importantes, des emprises visuelles importantes, des emprises physiquement accessibles importantes, mais qui ne recoupent absolument pas le statut du sol. En général, sur ces espaces-là, la partie qui correspond effectivement à l'espace public est relativement modeste, voire parfois nulle, ou plus exactement réduite à l'accotement lui-même, qui appartient à la puissance publique, mais qui est clôturé. Cette dimension de l'espace public, on peut l'apercevoir au moins à travers deux critères qui sont présentés en bas de la diapositive. Les pratiques de parcours, de traversée au quotidien de ces lieux. Alors, sur ce dessin, vous voyez en noir la tramviaire qui a été instituée lors de la construction du lotissement, et puis en jaune, les parcours autogènes que nous avons pu relever sur le lieu et qui permettent d'identifier évidemment des parcours, des logiques de déplacement. Il y a des logiques derrière tout ça, ça ne se fait pas au hasard, des points de rassemblement et également des points d'entrée à l'intérieur de ce domaine interdit qu'est la partie boisée du site. Et puis la dimension des usages. Alors ces usages sont de nature très variée. Vous voyez que sur celui-ci, un travail de cartographie comme celui-là, on le mène sur l'ensemble de ces délaissés du territoire eurométropolitain, travail gigantesque. On relève des usages tels que les dépôts d'ordures, qui sont évidemment des usages illicites, mais qui sont des clés d'usage. C'est-à-dire qu'on ne dépose pas des ordures n'importe où. Bien évidemment, on dépose des ordures là où on veut que les gens n'aillent pas. Donc l'ordure nous apprend beaucoup de choses sur la façon dont un espace est approprié. Les jeux d'enfants, il y en a parfois. Les cabanes, les installations précaires, les trous dans les feuillages. Voilà quelques illustrations sur le lieu qui nous intéresse de ces formes d'usage
c'est l'entrée véritable, sur le palier supérieur, vous avez vu la topographie tout à l'heure, le palier supérieur de ce délaissé. Tout le monde passe là, c'est une allée en fait qui se constitue de manière autogène. La photo suivante, ce sont des arrières de jardin où les riverains ont fini par ouvrir un petit portillon. C'est assez étonnant en fait sur ces lieux-là où prennent place des pratiques souvent assez illicites. Il y a un certain apaisement social. Et quand on ose ouvrir un petit portillon à l'arrière de son jardin, c'est qu'on ne s'inquiète pas excessivement de ce qui se passe à l'arrière. C'est intéressant. Les dépôts d'ordures, c'est la photo suivante, je ne reviens pas. Les cabanes, bien évidemment, à l'intérieur des bois. Là, je montre les cabanes, mais vous vous doutez bien que dans certains délaissés, c'est d'autres types de cabanes qu'on observe, plus constituées et plus durables. Les allées, petit bout d'espace public aménagé dont je parlais tout à l'heure. Les venelles, qui permettent d'accéder directement depuis la voirie, mais aussi en bas, des portions de pratiques agricoles ou para-agricoles qui ont pu se maintenir en ville à la faveur du délaissé. Parce que la présence de l'infrastructure rend les terrains inconstructibles de fait, et que certaines fermes ont pu rester à l'intérieur même des tissus urbains, quelques pâtures, parfois quelques activités maraîchères. Et que là, c'est l'infrastructure, paradoxalement, qui protège l'agriculture. Et puis, évidemment, les pratiques de promenade, c'est la dernière photo en bas. Alors, ce ne sont pas des promenades massives, hein, on se promène, c'est la petite promenade apéritive, digestive. La promenade avec le chien, c'est une pratique qui est essentielle dans ces lieux-là. Voilà, donc en conclusion, je dirais que ces délaissés qui questionnent l'idée de projet. Moi, en tant qu'homme de projet, c'est évidemment ça qui m'intéresse. Ils questionnent cette idée de projet parce que les délaissés sont produits par des projets, comme je vous le disais, par des projets de nature variée, qui s'y entremêlent, qui s'y entrechoquent même parfois. Il n'y a pas de concertation entre ces différents projets. Et donc, en ce sens, on peut dire des délaissés que ce sont des espaces de projet. Mais les formes et les usages qui prennent place dans les délaissés ne correspondent que très approximativement aux intentions formelles de ces projets. Les formes et les usages sont induits par le projet plutôt que construits par lui. Vous voyez le distinguo, il est fondamental, induit plutôt que construit. On ne peut apprécier ces formes et ces usages que rétrospectivement, au terme d'un processus jamais achevé de déformation, d'altération et de détournement. Rétrospectivement, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on découvre le projet après coup. Et un projet qui n'a pas été énoncé en tant que tel. Donc le projet est la cause première du délaissé, mais pas la cause de sa forme et de ses usages. Le délaissé est le fait d'un métaprojet, c'est le terme que je proposerai pour décrire ce type de situation urbaine. Je vous remercie pour votre attention.